Salut tout le monde. On plonge aujourd'hui dans une série d'articles du journal marocain IDEBA. Ah oui, il débat. Exactement. Et on va décortiquer ensemble le paysage politique et économique du Maroc. Hmm. Et comment le pays se positionne dans un contexte mondial, disons, mouvementé. Oui, ces articles offrent un point de vue vraiment intéressant Tout à fait. sur des sujets clés de la politique internationale aux questions économiques et sécuritaires. Exactement. On va parler du retour de Trump au pouvoir, Hmm. des tensions commerciales entre le Maroc et l'Égypte, Oui. et du rôle crucial du Maroc dans la lutte antiterroriste. Accrochez-vous, on commence tout de suite. Impatient d'entendre ça. D'ailleurs, le premier article se penche sur le retour de Donald Trump Ah oui. à la Maison-Blanche et les implications pour l'ordre mondial. Ah oui, celui-là est assez mordant. IDEBA n'y va pas de main morte en parlant de l'attitude de Trump Non? vis-à-vis de l'Ukraine et de la Russie, la décrivant comme un virage à 180 degrés dans la politique étrangère américaine. On peut dire que ça a secoué le cocotier. Absolument. L'article pointe du doigt l'exigence de Trump de voir l'Ukraine rembourser l'aide de guerre américaine, Oui. tout en se rapprochant de la Russie. Une décision qui a fait sourciller plus d'un. Ah, c'est sûr. Est-ce un geste purement stratégique ou y a-t-il des motivations cachées? C'est la question que l'article soulève. On pourrait croire que Trump essaye de ménager Poutine à tout prix. L'article va même jusqu'à le comparer à un agent russe. Bon, d'accord, c'est peut-être un peu exagéré. Oui, Mais avouez que c'est un changement de cap assez radical. oui, et ce changement de cap a des conséquences importantes, Oui. notamment pour l'Europe. Imaginez un adolescent qui a toujours compté sur ses parents pour le protéger. Soudain, il se rend compte qu'il doit apprendre à se débrouiller seul. Oui. C'est un peu ça, l'autonomie stratégique à laquelle l'Europe doit aspirer face à cette nouvelle donne. Et pour le Maroc, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Le pays a toujours misé sur des partenariats internationaux solides. Oui, Mais comment naviguer dans ce nouveau contexte géopolitique? c'est une excellente question. Le Maroc doit redoubler de prudence et diversifier ses alliances. On ne peut plus se fier uniquement aux anciennes certitudes, il faut s'adapter à un monde en pleine mutation. Parlons maintenant des relations commerciales entre le Maroc et l'Égypte. Hmm. Un autre sujet brûlant abordé par IDEBA. L'article pointe du doigt un déséquilibre commercial flagrant en faveur de l'Égypte. Imaginez, vous êtes un constructeur automobile marocain qui veut exporter ses voitures en Égypte. Eh bien, vous vous heurtez à un mur de restrictions. C'est la réalité du marché actuel. L'Égypte freine l'entrée des produits marocains sur son territoire, Oui. tout en exportant massivement vers le Maroc. L'article cite l'exemple des voitures, mais ça s'applique à beaucoup d'autres secteurs. C'est vrai que ça a de quoi frustrer les industriels marocains. Mais pourquoi l'Égypte adopte-t-elle une politique aussi protectionniste? Se contente-t-elle de protéger ses industries nationales? L'article propose plusieurs explications. En plus de protéger ses industries, l'Égypte cherche aussi à gérer ses réserves de devises étrangères. D'accord. Mais il y a peut-être aussi une dimension géopolitique qui est une volonté de contenir l'influence grandissante du Maroc dans la région MENA. On est en plein jeu d'échecs régional. Ah, une rivalité qui va au-delà du simple commerce, donc. Mais est-ce que cette rivalité risque de freiner l'intégration économique de la région, par exemple, dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine? C'est un risque qu'il ne faut pas sous-estimer. Pour que l'intégration économique fonctionne, il faut de la coopération et de la confiance mutuelle. Or, ces tensions commerciales risquent de saper ces fondements. Imaginez une équipe de foot où les joueurs se tirent dans les pattes au lieu de jouer collectif, c'est un peu l'image qu'on a ici. Parlons maintenant d'un sujet plus positif. La lutte du Maroc contre le terrorisme. IDEBA met en avant le récent démantèlement d'une cellule terroriste. Une opération saluée par le département d'État américain. Absolument. L'article donne des détails sur cette cellule qui prévoyait des attentats dans plusieurs villes marocaines. La découverte d'un véritable arsenal montre à quel point la menace était sérieuse. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est le lien mentionné avec un chef terroriste libyen opérant Sahel. Est-ce que ça suggère l'existence d'un réseau terroriste tentaculaire qui s'étendrait à travers l'Afrique du Nord et subsaharienne? Une sorte de pieuvre avec des tentacules partout. C'est une hypothèse à prendre au sérieux. Les groupes terroristes ont souvent tendance à coopérer et à partager des ressources. Oui. Ce lien avec la Libye pourrait bien être la partie émergée de l'iceberg. L'article souligne aussi l'approche proactive du Maroc dans sa lutte antiterroriste. Le pays ne se contente pas de réagir aux attaques, il s'efforce de les prévenir en amont. Exactement. Le Maroc a investi massivement dans leur renseignement, l'analyse des idéologies extrémistes et le démantèlement des réseaux de financement du terrorisme. C'est une stratégie qui porte ses fruits comme le montrent les succès récents. IDEBA met en avant une proposition vraiment originale. Utiliser la zakat, le principe islamique de l'aumône, pour financer la recherche scientifique et le développement au Maroc.
Qu'en pensez-vous? C'est une idée audacieuse et potentiellement révolutionnaire. Imaginez un système où la zakat, un pilier de la solidarité islamique, pourrait contribuer à l'essor scientifique du Maroc. Oui, ça pourrait changer la donne. On pourrait financer des laboratoires de offrir des bourses aux étudiants les plus brillants, et même encourager une culture de l'innovation où la recherche est perçue comme une forme de charité continue. Absolument. On pourrait même imaginer des plateformes de crowdfunding islamique dédiées à la recherche scientifique. Absolument. L'article explore différentes pistes pour concrétiser cette idée. Créer des fondations dédiées à la zakat pour l'innovation, mettre en place des incitations fiscales pour les entreprises qui financent la recherche, etc. Le potentiel est énorme. Bien sûr, il y a des défis à relever. Comment garantir la transparence de la gestion de ces fonds? Comment surmonter les résistances culturelles? Ce ne sera pas un long fleuve tranquille. C'est vrai, mais l'article suggère que ces défis ne sont pas insurmontables. Il faut sensibiliser les oulémas, les universitaires et les acteurs économiques à l'importance de la recherche scientifique pour le développement du Maroc. C'est un investissement pour l'avenir. Parlons maintenant du dernier article de notre sélection qui se penche sur le niveau de vie des ménages marocains. IDEBA se base sur une enquête récente du Haut Commissariat au Plan. Oui, et cette enquête révèle une situation contrastée. D'un côté, on observe une légère amélioration des dépenses annuelles moyennes par ménage. Oui. De l'autre côté, les inégalités persistent et c'est inquiétant. L'article met en évidence des disparités criantes en fonction du niveau d'éducation de la profession et de la localisation géographique. Les 20% les plus pauvres de la population ne profitent que d'une infime partie des richesses du pays. On est loin d'une distribution équitable des ressources. C'est un défi majeur pour le Maroc. L'article pose une question cruciale. Comment garantir une distribution plus équitable de ressources au Maroc? Comment faire en sorte que la prospérité économique profite à tous les citoyens et pas seulement à une élite? Voilà qui conclut la première partie de notre exploration. On a couvert pas mal de terrain, mais il nous reste encore plein de choses passionnantes à analyser. On se retrouve très vite pour la suite. On va continuer notre analyse là où on l'a laissé. Vous savez, quand on explore les défis géopolitiques du Maroc, on ne peut pas ignorer l'ombre de l'Algérie. Ah oui, l'Algérie. Un voisin, disons. Complexe, avec une histoire tout aussi complexe. IDEBA semble suggérer que l'Algérie pourrait jouer un rôle dans certains des problèmes de sécurité auxquels le Maroc est confronté. Exactement. L'article se penche sur le récent démantèlement de cette cellule terroriste au Maroc et il relève des détails troublants. Les hommes saisis avaient leur numéro de série effacé. Impossible de savoir d'où elles viennent. C'est rouchement. Attendez une minute. L'article mentionne la découverte d'une base arrière près de la frontière algérienne et ça pourrait impliquer le voisin du Maroc. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'Algérie soutient activement le terrorisme au Maroc? Il faut être prudent. L'article ne donne aucune preuve tangible d'une implication directe de l'Algérie, mais il souligne les tensions historiques entre les deux pays et suggère que l'Algérie pourrait avoir intérêt à déstabiliser le Maroc. C'est une accusation grave. L'article va même jusqu'à comparer l'Algérie à un État barbouze en rappelant son soutien au Front Polisario dans le conflit du Sahara occidental. N'est-ce pas un peu exagéré? Encore une fois, il faut distinguer les spéculations des faits. L'article se base sur des événements passés et des tensions géopolitiques, mais sans preuve concrète, difficile de tirer les conclusions définitives. D'accord, je comprends. Alors, comment interpréter ce démantèlement de cellules terroristes? Un incident isolé ou le signe d'une menace plus large? L'article insiste sur le fait que le Maroc est confronté à des menaces terroristes externes et internes. Le danger peut venir de groupes basés à l'étranger, mais aussi de cellules dormantes ou de loups solitaires à l'intérieur du pays. C'est un peu comme une hydre à plusieurs têtes, difficile à combattre. C'est une réalité inquiétante. Heureusement, l'article souligne aussi le succès du Maroc dans la lutte antiterroriste, notamment sa capacité à démanteler ces cellules avant qu'elles ne passent à l'acte. Absolument. L'article cite le rapport du département d'État américain qui classe le Maroc parmi les 10 pays les plus performants en matière de lutte antiterroriste. C'est un signal fort qui montre que le Maroc prend cette menace au sérieux. Revenons à l'Algérie. L'article parle de l'ombre de l'Algérie qui plane sur cette affaire. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'article semble suggérer que l'Algérie pourrait profiter de l'instabilité au Maroc pour affaiblir son rival régional. Il évoque le fantasme d'une Algérie qui voudrait devenir la Prusse du Maghreb, une puissance régionale dominante, un peu comme une partie d'échec géopolitique en somme. Intéressant. Mais l'article ne parle pas que de terrorisme. Il analyse aussi les relations commerciales entre le Maroc et l'Égypte en soulignant des tensions croissantes. Tout à fait. L'article met en lumière un déséquilibre commercial flagrant en faveur de l'Égypte. Elle exporte beaucoup plus vers le Maroc que l'inverse. L'article critique les politiques protectionnistes de l'Égypte qui limitent l'accès des produits marocains à son marché. L'article n'y va pas par quatre chemins.
Il affirme que l'Égypte exagère dans ses restrictions commerciales. Pourquoi une telle attitude? Plusieurs explications possibles. L'Égypte veut protéger ses industries nationales. C'est compréhensible. Mais elle cherche aussi à gérer ses réserves de devises étrangères. Et puis, il y a cette rivalité géopolitique. L'Égypte qui essaie de contenir l'influence grandissante du Maroc dans la région, un peu comme une compétition entre frères et sœurs, mais à l'échelle des nations. Plus qu'une simple question de commerce donc. C'est une véritable lutte d'influence entre deux puissances régionales. Mais l'article ne se contente pas de critiquer. Il propose aussi des solutions pour apaiser les tensions. Exactement. L'article suggère de renforcer la traçabilité des produits pour éviter le contournement des règles d'origine, créer une commission mixte pour régler les litiges commerciaux et moderniser l'accord d'Agadir pour l'adapter aux réalités du commerce international. Des solutions pragmatiques qui pourraient remettre tout le monde sur les rails. Des propositions intéressantes. Mais l'article met en garde contre risque d'escalade, qui pourrait nuire à l'intégration économique de la région. Oui, le Maroc et l'Égypte ont tout intérêt à coopérer, surtout dans le cadre de la zone de libre-échange continentale africaine. Un conflit commercial prolongé ne ferait que les affaiblir face à la concurrence internationale. Passons maintenant au niveau de vie des Marocains. IDEBA s'appuie sur une enquête nationale du Haut Commissariat au Plan. Un sujet qui touche tout le monde au final. Cette enquête brosse un tableau mitigé. D'un côté, on voit une légère amélioration des dépenses annuelles moyennes par ménage. Mais de l'autre, les inégalités persistent et c'est préoccupant. L'article montre des disparités importantes en fonction du niveau d'éducation de la profession et de la localisation géographique. Les 20% les plus pauvres ne bénéficient que d'une infime partie des richesses du pays. On est loin d'une société égalitaire. C'est un constat alarmant. L'article souligne que les inégalités ne se limitent pas aux revenus. Elles touchent aussi l'accès à l'éducation, à la santé, à la culture. Il faut des politiques publiques plus efficaces pour lutter contre la pauvreté et promouvoir une distribution plus équitable des ressources. Un défi de taille pour le Maroc. L'article s'interroge sur la capacité du pays à concilier croissance économique et justice sociale. Pas évident de trouver le juste équilibre. C'est un débat crucial pour l'avenir du Maroc. La prospérité économique ne peut être durable que si elle profite à tous les citoyens et pas seulement à une élite privilégiée. IDEBA publie un article assez critique sur la politique au Maroc, affirmant que la Constitution a 14 ans, mais la politique est en crise d'adolescence. Une image qui parle. L'article pointe du doigt le paradoxe d'une constitution progressiste qui donne plus de pouvoir au chef du gouvernement et renforce le rôle de l'opposition, mais avec une pratique politique qui reste en décalage avec ses avancées. Un peu comme un adolescent qui a grandi physiquement, mais pas encore mentalement. L'article parle du désintérêt des jeunes pour la politique, de la méfiance envers les partis traditionnels, et de la montée en puissance d'un parti comme le RNI, qui mise sur la force financière et les réseaux sociaux pour s'imposer. Oui, l'article dénonce l'influence de l'argent et des influenceurs bleus sur le paysage politique, au détriment des idées et des débats de fond. Il appelle à un sursaut démocratique et à un renouveau du militantisme pour revitaliser la politique marocaine, un peu comme un appel à réveiller le géant endormi. Un appel à l'action qui mérite d'être entendu. Mais l'article ne se contente pas de dresser un constat pessimiste. Il souligne aussi les opportunités offertes par la Constitution de 2011 pour construire une démocratie plus participative et plus inclusive. On peut encore espérer. Absolument. L'article encourage les citoyens, en particulier les jeunes, à s'engager davantage dans la vie politique, à faire entendre leur voix et à contribuer à façonner l'avenir du Maroc. La démocratie, c'est l'affaire de tous. Parlons du conflit du Sahara occidental. Un sujet qui suscite beaucoup d'espoir et d'attente. IDEBA publie une analyse très optimiste, suggérant que 2025 pourrait être l'année d'une résolution historique. L'article met en avant plusieurs facteurs qui pourraient jouer en faveur du Maroc. Le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, qui a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, et l'évolution de la position européenne de plus en plus favorable au plan d'autonomie marocain. Le vent semble tourner. L'article souligne aussi le rôle clé du Maroc, qui a renforcé son influence régionale et continentale grâce à une diplomatie proactive et des investissements massifs dans les provinces du Sud. Effectivement, le Maroc s'est imposé comme un acteur incontournable en Afrique, notamment dans les domaines du développement économique, de la coopération sécuritaire et de la lutte contre le terrorisme. Une stratégie payante. L'article évoque même un dialogue direct maroco-algérien comme une des pistes possibles pour une résolution du conflit. Est-ce réaliste ? Difficile à dire. L'Algérie reste le principal soutien du Front Polisario et on peut difficilement imaginer un changement radical de sa position du jour au lendemain. L'article reconnaît les obstacles, mais reste optimiste. Il affirme que 2025 représente une fenêtre d'opportunité inédite pour mettre fin à ce conflit qui dure depuis trop longtemps. On croise les doigts
C'est un espoir partagé par beaucoup d'observateurs. Le contexte géopolitique est favorable au Maroc et la pression internationale sur l'Algérie s'accentue. Un dernier article analyse la stratégie géopolitique des États-Unis. IDEBA affirme que les États-Unis redessinent leur stratégie géopolitique en se rapprochant de la Russie pour contrer la Chine. Une alliance inattendue. C'est une analyse audacieuse. L'article suggère que les États-Unis cherchent à exploiter les divergences entre la Russie et la Chine pour affaiblir ce qu'ils perçoivent comme leur principal rival stratégique. Diviser pour mieux régner en quelque sorte. L'article évoque la possibilité d'un allègement des sanctions contre la Russie en échange d'un éloignement de la Chine. Est-ce une stratégie réaliste? C'est une question délicate. La Russie a des liens économiques et stratégiques forts avec la Chine. Difficile de croire qu'elle acceptera de les sacrifier sans obtenir des garanties solides de la part des États-Unis. On est dans un jeu de poker géopolitique avec des enjeux énormes. L'article souligne aussi les risques de cette stratégie pour les États-Unis. Il pourrait fragiliser leurs alliances traditionnelles en Europe et encourager l'Union européenne à enfoncer son autonomie stratégique. Un pari risqué. C'est un paradoxe intéressant. En cherchant à contrer la Chine, les États-Unis pourraient paradoxalement accélérer le déclin de leur propre influence sur la scène internationale, comme un boomerang qui revient en pleine figure. Un sujet qui mérite réflexion. On aura l'occasion d'y revenir dans la troisième partie de notre exploration. Reprenons notre discussion. On parlait de cette nouvelle stratégie géopolitique des États-Unis et de son impact potentiel sur l'Europe, vous vous souvenez. Oui, absolument. Un sujet brûlant surtout pour des pays comme le Maroc, qui entretiennent des relations étroites avec l'Europe et les États-Unis. Exactement. IDEBA consacre un article au sommet de Londres, où les dirigeants européens se réunissent pour discuter des défis de la défense. Dans ce contexte géopolitique en pleine mutation, imaginez un peu, les chefs d'État européens réunis autour d'une table en train de débattre de la meilleure façon de protéger leur continent, dans un monde de plus en plus imprévisible. L'article explique que l'Europe se retrouve face à un dilemme cornélien, continuer à dépendre des États-Unis pour sa sécurité, ou prendre en main sa propre défense, un peu comme un jeune adulte qui doit choisir entre rester vivre chez ses parents ou prendre son indépendance. C'est un choix difficile. L'Europe a longtemps profité de la protection américaine. Mais le désengagement progressif de Washington l'oblige à repenser sa stratégie. Un peu comme si les parents commençaient à dire « Bon, il est temps que tu débrouilles tout seul maintenant ». L'article mentionne la guerre en Ukraine comme un catalyseur de ce changement. Face à une Russie agressive, l'Europe a pris conscience de sa vulnérabilité et de la nécessité de renforcer ses propres capacités militaires. Un peu comme un déclic, une prise de conscience soudaine. Tout à fait. La guerre en Ukraine a été un électrochoc pour l'Europe. Elle a mis en évidence les limites de sa dépendance aux États-Unis et la nécessité de développer une autonomie stratégique. C'est comme si on leur avait mis une gifle pour les réveiller. L'article évoque la possibilité d'une armée européenne, capable d'intervenir rapidement dans les crises sans dépendre des forces américaines. Est-ce que c'est un projet réaliste ou est-ce juste une utopie? C'est un projet ambitieux. C'est certain. Il se heurte à des obstacles politiques et financiers importants. Imaginez un peu. Il faut mettre d'accord 27 pays aux intérêts parfois divergents pour créer une armée commune. C'est un vrai casse-tête. L'article cite Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Emmanuel Macron, le président français qui plaide en faveur d'une Europe plus puissante sur le plan militaire. Il semble déterminé à faire avancer ce projet. Oui, et ce sommet de Londres pourrait marquer un tournant dans ce sens. L'Europe a une opportunité unique de se doter d'une défense crédible, capable de répondre aux menaces du XXe siècle. C'est une question de survie en fin de compte. L'article met aussi en garde contre les divisions internes qui pourraient freiner ce projet. Le Brexit a affaibli l'Europe sur le plan militaire, et certains États restent très attachés à l'OTAN, et hésitent à investir dans une défense purement européenne. C'est un peu comme une famille où tout le monde n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est vrai. L'unité politique est indispensable pour que l'Europe puisse s'affirmer comme une puissance mondiale. La réussite du projet d'une défense européenne dépendra de la capacité des États membres à surmonter leurs divergences et à parler d'une seule voix. Un peu comme une chorale, si tout le monde chante sa partition, ça devient un beau désordre. En conclusion, on peut dire que ces articles de IDEBA nous offrent une perspective riche et stimulante sur les défis et les opportunités auxquels le Maroc est confronté. On a parlé de géopolitique, d'économie, de sécurité, de politique intérieure et même de l'avenir de l'Europe. Un vrai voyage au cœur des enjeux du monde contemporain. Absolument. Ces articles nous invitent à réfléchir aux transformations profondes qui sont à l'œuvre et aux choix stratégiques que le Maroc doit faire pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Le monde change à toute vitesse et il est important de rester vigilant et de s'adapter en permanence. Merci à vous d'avoir plongé avec nous dans cette exploration fascinante. Et n'oubliez pas d'aller jeter un œil aux articles des IDEBA, ça vaut le détour.
Au plaisir de vous retrouver pour une nouvelle Deep Dive.